Une pièce délabrée, sans fenêtre, c'est tout ce que cette dizaine de femmes du Kenya peuvent se permettre de partager. Elles ont aussi en commun d'avoir été abandonnées en pleine guerre par les familles libanaises pour lesquelles elles travaillaient dans le sud du Liban. I woke up in the morning, I didn't find them in the house. I called their phone, it was off. They didn't care what will happen to me because they just carried even their dogs and they had one cat. They carried the cat with them, but they didn't consider taking me with them. Suzanne raconte ce que chacune des femmes ici a vécu. Laissée pour compte, sans argent, sans ressources, dans un pays qu'elle ne connaît que depuis 6 mois. When Madame left, she left with my passport. So, yes, she left with my passport. And I don't have their number because they changed their contacts. Au Liban, des dizaines de milliers d'employés domestiques qui viennent de pays d'Afrique et d'Asie pour travailler à l'entretien ménager ou aux soins des enfants et personnes âgées se retrouvent sous une emprise totale de leur patron en vertu du système de kafala. Le kafala lie le statut légal des travailleurs migrants, dont la majorité sont des femmes, à un seul employeur qui a un pouvoir absolu sur leur mobilité et bien souvent à leur accès à la justice. Une forme de tutelle que dénoncent des organisations humanitaires comme Amel. Sans les familles, elles ne peuvent rien faire. Il y en a beaucoup, beaucoup, qui ont été délaissés, qui ont été laissés dans les rues, n'importe où. On a l'envie aussi d'aider les autres qui sont dans la même situation que nous. C'est aussi ce qui est arrivé à Aurélie, qui s'est réfugiée auprès de ses sœurs d'infortune camerounaises, quand elle a compris que sa vie dans le Sud était en danger. Quand ils ont vu que la guerre s'intensifiait, et ils m'ont dit que bon, que j'attende, ils vont faire un petit voyage, ils vont revenir. Et voilà, mais que je ne m'inquiète pas, on ne va pas frapper ici. Ils me disent ça. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de leurs nouvelles, ils ne me font pas signe. Et pourtant, ils devaient me payer le mois, mais ils ne m'ont pas payé. Comme toutes les femmes que nous avons rencontrées, Aurélie empochait 200$ américains par mois en échange de tâches qui semblent sans fin. Et j'étais debout du matin jusqu'à 22h. Ce qui fait que tu n'as pas le temps de t'assoupir, tu n'as pas le temps de t'asseoir, tu dois être debout toujours et créer toujours des choses, un travail que tu dois toujours faire. Ce qui fait que j'ai développé une maladie, je suis grelotère, parce que mes mains étaient toujours dans l'eau. Les pieds ils étaient enflés parce que j'étais debout. Tout ce qu'elle a gagné au Liban, Aurélie s'est empressée de l'envoyer à ses enfants et son père malade au Cameroun. Il ne lui reste plus rien pour se loger ou pour se faire soigner. On a plein de cas pareils. Des cas des gens qui, vraiment, les migrants ne peuvent pas avoir accès à l'hôpital. Suzanne voudrait rentrer chez elle au Kenya, mais elle n'a pas d'argent pour aller retrouver ses enfants. I was coming in Lebanon to make my future better and the future of my kids, of course, but I have to go back home because I cannot stay like this. Elle pourrait être amère et indifférente au sort des Libanais qui sont déplacés par la guerre. Et pourtant, sous la bannière de différentes associations, les travailleuses africaines se relaient chaque fin de semaine pour préparer des repas qu'elles distribuent ensuite gratuitement à des familles libanaises qui n'ont trouvé que des tentes en bord de mer pour se mettre à l'abri des bombes. Le don de soi pour la patrie. Une démonstration de solidarité qui leur permet aussi sans doute de retrouver une dignité qu'on leur a dérobée, une leçon d'humanité, alors qu'on a voulu effacer la leur. They say they buy you from your country to come here to work for them for 2 years. So they said after 2 years, after 2 years maybe they'll give me back my passport. But I cannot wait for that long because I'm jobless and I'm doing nothing here. Quand on te prend tes papiers, que par exemple ton passeport, que toi-même tu l'as fait avec ton propre argent, on te le prend. Mais c'est de l'esclavagisme. Une situation cautionnée par les lois de l'État libanais qui ne fera rien pour elle, pas plus qu'il ne peut faire grand-chose pour sa population dépossédée. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Beyrouth. Sigis.
on ne surprendrait pas en vous disant que ça va mal à Cuba, mais c'est quand même une autre étape là, qui est franchie en termes d'affaissement là, de l'industrie touristique. Donc, l'élément déclencheur de plus, depuis ce qui s'est passé au Venezuela, qui était un des fournisseurs de pétrole à Cuba, il y a une espèce de blocus pétrolier des Américains. On a laissé passer, je pense, au moins un navire, mais comme exceptionnellement, un peu en mode survie. Mais on n'a plus les approvisionnements, on n'a plus l'énergie. Ils font beaucoup de leur électricité, d'ailleurs, à partir d'usines qui marchent au pétrole, de centrales qui marchent au pétrole. Et là, l'étape de plus, après ce blocus, c'est la fin des grandes chaînes hôtelières et qui l'ont annoncé là, tour à tour au cours des dernières semaines, en commençant par la canadienne qui est associée à Sunwing, Blue Diamond, qui a annoncé se retirer de Cuba. Mais là, vous allez reconnaître des grands noms, là, des chaînes hôtelières d'échelle mondiale. Iberostar, très connu dans le sud, en Europe aussi. Melia, qui est vraiment un géant, une compagnie espagnole, un géant du voyage dans les destinations soleil, donc tour à tour, qui ont annoncé leur retraite du sud. Bon, puis au-delà de l'industrie touristique, évidemment, l'industrie touristique, c'est la plus grosse source de devises étrangères, c'est la plus grande industrie à Cuba. Et là, on manque de tout. Donc, on dit, plusieurs experts disent, on se dirige vers une crise humanitaire où la population locale pourrait souffrir énormément. François Laramé, agent spécialiste en destination sud, spécialiste aussi de Cuba, est avec nous. Bonjour, M. Laramé. Bonjour. Ça représente quoi pour vous, là, les chaînes hôtelières qui débarquent? Je trouve que c'est catastrophique. C'est une très, très mauvaise nouvelle pour le domaine du tourisme pour Cuba, évidemment. Ouais. Parce que avant que les chaînes hôtelières se retirent, on était comme on était comme sur pause, là, c'est le mot qui me vient, c'est-à-dire que ça opérait pas, tout était arrêté, mais c'est comme si elles étaient encore là, un peu prêtes à reprendre, là. Nous autres, d'après les derniers contacts qu'on a eus, c'est sûr que ça recommençait vers le mois d'octobre, mois de novembre. Mais ça, j'ai des gros doutes, là. Moi, j'ai des contacts régulièrement, tous les jours, avec du monde de Cuba, mes contacts de Cuba. Puis là-bas, c'est vraiment, vraiment, ça dégrade de jour en jour, là. Pour l'électricité, 1 heure par jour parce qu'ils n'ont pas de pétrole. Alors évidemment, une heure par jour qu'ils ont de l'électricité. 23 heures, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Ceux qui ont des panneaux solaires peuvent s'en sortir, sauf que les autres, celles qui me parlent, puis avec, mettons, j'ai quand même des preuves à l'appui, eux autres sont vraiment, ils vont vraiment pas bien, là. Alors c'est une grosse catastrophe pour le peuple cubain. Parce que les chaînes de Melia, Iberostar, c'est pas des petites, c'est des gros joueurs solides, les reins solides dans le secteur du voyage qui quittent Cuba. Vont-ils revenir? Ça, on en parlait cette semaine quand ça a sorti, là, puis quand ça sort, là, ils ont de la misère à revenir. Alors, le lien de confiance, il va-tu être là pour, mettons, pas avoir de problème? C'est sûr et certain qu'avec la sanction, si, mettons, les autres pays fournissent Cuba en pétrole, la sanction des États-Unis, alors c'est sûr et certain que le monde va se retirer. Puis pour le tourisme, vraiment, c'est pour moi, dans mon cas, 50% de ma clientèle, c'est le monde qui va à Cuba. Alors là, pour l'instant, c'est sur le hold. C'est vraiment sur... on arrête de voyager pour l'instant. Est-ce que... Bon, parce que dans le fond, les Américains font pression pour un changement de régime, se disent c'est maintenant ou jamais. Ça fait des décennies là, qu'ils ont ce régime communiste là, dans leur arrière-cour. Est-ce imaginable? Parce qu'il y a quand même beaucoup de Cubains là, qui sont insatisfaits du gouvernement, de ce qui s'est passé récemment. Est-ce imaginable un changement de régime sur une période de temps pas trop longue? Un nouveau régime qui s'installe, qui joue davantage une carte capitaliste, un pays qui reprend, avec là les États-Unis qui collaborent. Est-ce qu'on peut rêver à ça? Est-ce que les locaux, vous parlez des gens à Cuba, est-ce qu'eux s'imaginent un scénario comme ça, de reprise avec un nouveau régime? Comme je dis, mettons, je parle beaucoup à mes amis cubains, puis eux autres, ils croient pas. Okay. Ils croient pas sur le côté cubain, puis ils croient pas sur le côté américain.
Alors, il n'y a pas de juste mesure. Alors, je ne sais pas comment ça va se régler, mais il faut que ça se règle cette année. Là. Faut que ça se règle avant le mois d'octobre-novembre. Sinon, ça pourrait, mettons, je dis pas disparaître, mais le Non, monde va mais aller ailleurs, puis ils vont avoir des nouvelles habitudes de voyage. ouais. Oublions le voyage pour un instant. Vous me parliez des gens sur le plan humain que vous connaissez Oui. là-bas. Vous dites c'est Oui. tough, ils vont pas bien. Sentez-vous, est-ce que les experts des grandes questions humanitaires disent on est là, tu sais, on est sur le bord de basculer à Cuba dans une crise humanitaire majeure, là, où plein de monde manque de l'essentiel, les plus pauvres s'en sortent plus pantoute. Est-ce que c'est ce que vous sentez? Oui, moi, on me demande régulièrement, à tous les jours, là, on parle du matin au soir. François, t'es mon ami, est-ce que tu peux m'aider? On mange peut-être une fois par jour. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sont en détresse. Alors, comment les aider? Le gouvernement canadien, eux autres, ils ont-tu peur d'aller là-bas? Ils ont-tu peur d'aller contre les États-Unis? Alors, comme je dis toujours, maintenant à mes amis, il faut pas lâcher. Parce que là-bas, en plus, pour se procurer de la nourriture, pour se procurer même le pétrole qui est extrêmement cher, puis la bouffe pour manger, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont rien. Alors, pour l'instant, on va dire, mettons, c'est une catastrophe pour les humains, oui. François Laramé, merci d'avoir été avec nous. Le chef de Guess Gap et Gag est disparu hier. Really, David? Already? Martin! Martin? Comme dans le bon vieux temps, we're back! Bon cop, bad cop. Regardez maintenant. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance. I built a Wix website overnight, and it helped launch my career as a sketch artist. There's beauty in everything, and being there firsthand is, of course, the best way to experience it. As a reportage illustrator, my art unfolds in real time. So my website needs to showcase the kinetic energy behind this craft. I draw fast, and my site keeps up.
était le principal témoin pour cette découverte. C'est lui qui a alerté les secours. Voilà comment il raconte ce qui s'est passé. Je me suis baladé et un peu au fond du chemin, j'ai remarqué un vol d'oiseaux, des sortes de charognards ou d'éperviers, mais qui tournaient en rond à un seul endroit. Et là, c'était des traces de voitures. Et le lieu dont parle ce monsieur, c'est là où vous vous trouvez ce matin, Hugo de Matos, avec Florian Paume. C'est donc Puy-Casquier. Nous sommes à 15 km du lieu de la disparition de Liana. Et c'est précisément dans le bâtiment derrière vous que le corps d'une enfant a donc été découvert. Exactement. Nous sommes avec Florian Paume juste devant ce silo agricole où un corps a été retrouvé porteur des vêtements de Liana, un corps paraissant être celui d'un enfant. On précise qu'on ne connaît pas encore l'identité du corps et a priori, les opérations des enquêteurs sont terminées aujourd'hui dans cette usine agricole. Nous avons aperçu ce matin avec Florian Paume à 5h30 des techniciens d'identification partir après avoir minutieusement inspecté l'usine. Sur ces images de Florian Paume, vous pouvez également apercevoir que des scellés ont été posés sur la porte d'entrée de cette usine agricole. Cette usine, elle se trouve au milieu d'une zone très boisée, très vallonnée, peu d'habitations autour. Ce que l'on sait, c'est que Jérôme Barella, principal suspect dans cette affaire, y a travaillé pendant 6 années, de 2012 à 2018. Ce que l'on attend désormais, ce sont les résultats de l'autopsie du corps qui a été retrouvé dans cette usine agricole. Elle nous permettra de connaître l'identité du corps et la cause du décès. Merci beaucoup Hugo de Matos avec Florian Paume. Bonjour Christian Proto, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes évidemment fondateur du GIGN, ancien officier de gendarmerie. J'ai une première question peut-être très simple, mais je me suis étonné que l'ensemble des équipes, dont la nôtre, puissent accéder dès ce matin à ce lieu où le corps a été découvert hier en début d'après-midi. Est-ce qu'en aussi peu de temps, c'est-à-dire une demi-journée plus une nuit, on peut faire tous les relevés sur toute la zone sans compromettre aucun élément ? Oui, je pense qu'actuellement, avec les moyens modernes, il est possible à la fois de filmer, de faire des reconstitutions 3D avec des caméras qui sont prévues pour cela. Et à ce moment-là, dès que les investigations sont terminées, à partir du moment où on a bloqué la scène où a été trouvée, parce que je pense que l'accès au bâtiment lui-même n'est plus possible, toutes les images aériennes ont permis de voir les traces de véhicules, etc. Et que, bon, a priori, s'approcher, pénétrer à l'intérieur, non, mais s'approcher, oui. Raphaël Maillochon. Oui, il faut savoir que ce silo et cet environnement, ce bassin agricole a été totalement passé au peigne fin. J'en veux pour preuve 2 hélicoptères qui hier ont décollé pour amener des enquêteurs de l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, qui sont venus de Pontoise jusque dans le Gers. On découvre ces hélicoptères en train de se poser hier après-midi et tout a été passé littéralement au peigne fin avec notamment des scanners, des appareils photo qui permettent de geler, de pouvoir reconstituer la scène de crime. La découverte du corps, on l'a appris nous aux alentours de 16h hier, mais les enquêteurs étaient sur place depuis le début d'après-midi. Donc vous avez une grosse après-midi, si ce n'est jusqu'au début de la soirée, pour tout analyser, tout passer au peigne fin. Carbone 16 nous a rejoint. Bonjour monsieur, bienvenue. Vous êtes avocat pénaliste. J'ai évidemment une pensée tout de suite et depuis hier pour la famille de cette petite fille. C'est un peu le sens de ma première question. Ce sont eux qu'on informe le plus rapidement possible. À quel moment est-ce que les victimes et leurs proches, on leur donne cette information ? C'est variable selon les services, mais il y a un effort tout particulier qui est porté depuis plusieurs années au fait de ne pas les négliger. Cela dit, il faut aussi tenir compte de leur psychologie. Et puis parfois, il y a un besoin de confidentialité. Or, dans la peine, parfois, on mesure mal le besoin de confidentialité des services d'enquête. Et puis, tant que l'information n'est pas sûre, on la tait, parce que ça ne sert à rien non plus de déclencher un deuil. Et il n'y aurait rien de pire que de dire « Ah non, on s'est trompé, en fait, c'est pas la bonne personne ». Les parents qui n'ont pas pu accéder à la scène de crime, monsieur Proto, est-ce que c'est logique absolue et ça se passe toujours comme ça ? Ah non, absolument pas. La reconnaissance physique, elle se fera... Elle est peut-être faite, je ne sais pas, si comment ça a été décidé, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'autopsie, et que tant qu'il n'y a pas eu l'autopsie, tant que même si on a de forts doutes, ou du moins de fortes certitudes pour dire que malheureusement c'est cette petite, les parents n'ont pas accès, ne peuvent pas avoir accès. Après, vous imaginez bien ce que ça peut représenter de voir son enfant qui a
qui a été retrouvé dans ces circonstances. Monsieur Proto, vous avez déjà eu à faire ce type d'annonce? Alors, cette partie-là, non. Malheureusement, d'autres parties, oui. Et c'est douloureux d'avoir annoncé à des parents. Comment on fait? C'est déjà quand ils vous voient arriver, ils comprennent. Hein. Donc, surtout après une semaine d'absence, de recherche, d'espoir, pour les parents, il y a toujours une lumière dans leur tête en disant que peut-être on va retrouver la personne vivante. Donc, malheureusement, il y a des accompagnateurs, hein, des gens qui sont préparés à cela, mais après tout ce que... J'aime pas trop ce mot parce qu'il a été un peu calvaudé, mais il faut une empathie, une compréhension, mais ça ne change rien au fait, et vous êtes là à avoir des gens qui vous tombent dans les bras, quoi. À la tristesse a très vite succédé la colère. Alors, je ne parle pas des proches de Liana, mais l'ensemble des habitants de la région et sans doute du pays, parce qu'il semble y avoir une série de dysfonctionnements dans cette affaire. Nous sommes en direct avec Alexandra Vieira, Nicolas Forestier de Florence, donc c'est le village dans lequel la petite Liana a été vue pour la dernière fois. 15h05, les caméras de vidéosurveillance la montrent, montant dans le véhicule du principal suspect devant son collège. Il y a une émotion évidemment immense dans le village et autour. Oui, effectivement, une émotion immense chez les habitants que nous avons rencontrés ce matin. Abominable, c'est ce que nous a dit le premier habitant que nous avons rencontré ce matin. Les larmes aux yeux, on ne peut pas y croire, on ne s'attendait pas à une telle nouvelle, à une telle histoire dans notre si petite commune. Éventuellement, évidemment, beaucoup de tristesse, mais aussi beaucoup de colère dans la bouche des habitants que nous avons rencontrés. Beaucoup de colère, notamment une mère de famille qui me disait qu'elle pense à ses enfants. On aurait pu éviter ça, on aurait pu sauver cette petite fille. C'est du gâchis, c'est tellement dommage, me disait-elle, avec une profonde tristesse. Tous sont dans l'incompréhension. Il y a eu des plaintes, il y a eu des signalements. Pourquoi est-ce qu'on n'a rien fait? On a senti un profond désarroi chez les habitants qui attendent de savoir si une enquête pourra montrer certaines failles dans le système judiciaire. Merci beaucoup Alexandra Vieira avec Nicolas Forestier. Carbone 16, je rappelle que vous êtes avocat pénaliste. Vous n'êtes pas au fait de ce dossier précisément, mais je vous interroge sur les délais que nous connaissons. Lorsqu'un homme est mis en examen, en tout cas accusé de viol sur mineur il y a 1 an, qu'il n'est pas entendu en 9 mois, est-ce que c'est un délai qui, en l'espèce, c'est-à-dire sur les accusations de viol sur mineur, est un délai normal, entre guillemets, en France? Hélas, oui. Vous avez beaucoup de dossiers de mœurs qui, concernant les mineurs, prennent beaucoup trop de temps. Ceci couplé à un deuxième problème, c'est que contrairement à ce que j'ai entendu sur d'autres médias, il existe un fichier national et que par conséquent, plus les voyants s'accumulent, c'est le fichier Cassiopée, plus les voyants s'accumulent, plus le juge d'instruction saisi ou les enquêteurs ou le procureur de la République en charge du suivi du dossier devraient accélérer les choses, ne serait-ce que pour prévenir une réitération des faits, dans l'hypothèse où il serait avéré, et que en l'espèce, on a du mal à comprendre si ces opérations élémentaires ont bien été réalisées. Pour qu'on essaie de visualiser clairement les choses, Monsieur Proto, nous avons raconté sur cette antenne comment le dossier, pour ce qui est de la plainte de viol il y a 1 an, a été traité à un endroit, le parquet s'est dessaisi, l'a transmis à un autre parquet, qui l'a transmis lui-même à une équipe de gendarmerie. Lorsqu'on est à votre place, c'est-à-dire gendarme au bout de la chaîne, comment est-ce qu'on reçoit ce type d'alerte? Est-ce qu'il y a des signaux particuliers? Est-ce que c'est un dossier avec des surligneurs? Est-ce que c'est un coup de fil, on vous dit attention, là il faut le traiter vite? Comment ça se passe? Le problème, il est que si vous arrivez dans une brigade, comme c'était le cas, je crois, avec brigade de Lectoure, ou je sais plus exactement, vous avez 8 gendarmes qui sont déjà pris par un quotidien, on vous balance un dossier alors que vous ne devriez pas être destinataire de ce dossier. Il y avait avant la brigade de recherche ou la section de recherche qui aurait été plus compétente, vu que c'est un crime au départ. La plainte telle qu'elle est déposée, c'est un crime. Violence physique sur un enfant, c'est passible
de choses qui font que faudrait à ce moment-là avoir des gens plus spécialisés. Une brigade tout-terrain, c'est la brigade qui fait tout les choses normales, mais pas une affaire comme ça. Donc ils font autant les contrôles sur la route le dimanche matin que recevoir ce type de dossier extrêmement sensible le lundi. Absolument, quand ils sont 8, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une graduation dans le choix des gens auxquels on donne le dossier en fonction de leur disponibilité. Alors je sais que ça pour tout le monde ça paraît du charabia, mais quand vous êtes face à un fait qui est caractérisé, qui est un crime, je ne comprends pas pourquoi ce dossier a atterri à la brigade de Lecton. Vous avez une explication potentielle ? L'explication potentielle, c'est qu'il peut y avoir une erreur d'aiguillage comme partout, c'est-à-dire que on se trompe entre les capacités de cette brigade et la qualification criminelle qui correspond aux besoins d'investigation que le procureur veut. Ça n'excuse en rien la brigade de Lectour de garder le dossier. S'il s'estime sous-compétent, sous-équipé, pour traiter le dossier, le meilleur moyen que le dossier s'aggrave, c'est de le garder sans réagir. Alors, il y a une émotion qui est immense dans le pays, il y a une colère qui est en train de monter, d'autant que les chiffres, quand on les regarde de manière générale, ils sont en explosion. En effet, ça témoigne du décalage entre les moyens aux mains de la justice et les signalements. 160 000 signalements pour des faits d'agression sexuelle ou de viol sur mineurs en 2025. C'est 18 signalements par heure. C'est 56% de plus qu'en 2020. Ça ne peut pas en rester là. Christophe Barbier, donc il y a une réunion, dans un instant on va retrouver Nicolas Laurent qui est à Matignon. Il y a une réunion autour du Premier ministre à venir, mais il y a une colère là, vraiment. Il y a une colère dans l'opinion parce que cette tragédie aurait pu être évitée avec une double réaction. La réaction d'urgence, cette réunion de crise à Matignon, garde des Sceaux, ministre de l'Intérieur, Premier ministre, pour voir ce qui a dysfonctionné. Il y aura des sanctions, a dit le garde des Sceaux, si des fautes professionnelles sont constatées. Mais au-delà de ça, il y a une réflexion globale. Comment éviter que ça se reproduise? Alors la gendarmerie a lancé une sorte d'état des lieux pour voir toutes les procédures en cours, si on n'avait pas aussi oublié des signaux faibles qui aboutiraient à de telles tragédies. Plus profondément, d'autres dans la classe politique commencent à proposer des choses. Un principe de précaution pour protéger les mineurs, dit Édouard Philippe. C'est-à-dire une sorte d'ordre de priorisation des dossiers quand une plainte arrive. Et puis, on réclame un Grenelle des violences sur les mineurs du côté des associations de protection de l'enfance. Nous avons justement donc à Matignon, Nicolas Laurent, Sébastien Lecornu réunit donc cette réunion qui n'était pas prévue. Il a annoncé là, réunion de crise donc à Matignon en fin de matinée. Elle a été organisée effectivement hier en début de soirée, un petit peu à la hâte pour vous raconter les coulisses. Il était attendu à Vendin-le-Vieil en prison de haute sécurité pour un déplacement sur le narcotrafic où il devait annoncer des nouvelles mesures. C'était un déplacement qui était teasé depuis plusieurs jours par les conseillers de Matignon, déplacement très important et pourtant vous l'avez dit, il a été annulé au vu de l'émoi suscité par ce terrible drame sur la classe politique et c'est l'ensemble du spectre qui a réagi, pas seulement l'extrême droite ou la droite, mais aussi la gauche avec des hommes politiques qui déplorent l'impuissance judiciaire et au vu de l'émoi suscité dans la population avec des Français qui ne comprennent pas sincèrement comment il y a pu avoir de tels dysfonctionnements. Gérald Darmanin se disait terrifié hier, ça c'est pour le volet émotion, mais il disait vouloir aussi agir. Il y aura une inspection qui va être menée pour comprendre les dysfonctionnements et il y aura des sanctions qui seront prises, même si son entourage ce matin ne précise pas lesquelles. On ignore à ce stade si le Premier ministre va s'exprimer à l'issue de cette réunion qui va démarrer à 10h30, mais on sentait quand même pour vous raconter une volonté du côté des équipes de Matignon de communiquer à l'issue de ce drame. Merci beaucoup Nicolas Laurent, Léo Miancourt en direct de Matignon donc ce matin. Quelles sont les prochaines étapes, Raphaël Maillot-Champ? Que va-t-il se passer maintenant? Alors, si l'autopsie qui doit se dérouler confirme qu'il s'agit du corps de la fillette, qu'il y a par exemple eu des sévices sexuels pratiqués sur elle, le cadre d'enquête pénale va changer. Il ne sera plus, Jérôme Berrella ne sera plus entendu pour pour enlèvement et séquestration, mais pour des faits bien plus graves. Meurtre et viol par exemple sur mineurs de moins de 15 ans, bref, la qualification pénale va changer. Quoi qu'il arrive, il a un délai pour préparer sa défense. Il ne sera pas auditionné immédiatement par la juge d'instruction en charge du dossier. Il sera convoqué, il pourra travailler avec son avocat, travailler sa défense. Il sera entendu quoi qu'il arrive dans les prochains jours. Le yogourt Sigis est fait avec de vrais fruits. Sigis, la simplicité est meilleure.